Bienvenue dans Sex, Love Co, le podcast qui te dévoile tout sur l'intimité amoureuse et érotique. Ici, on brise les tabous pour t'accompagner vers une sexualité épanouie et des relations amoureuses éblouissantes. Envie d'enrichir ta vie intime, renforcer ta complicité ou dépasser les blocages liés à ta sexualité? Tu es au bon endroit. Je suis Gwenaëlle Derost, sexothérapeute, et à chaque épisode, je te partage mon expertise, des témoignages inspirants et des outils concrets pour transformer ta vie intime. On parle de tout ce dont on ose discuter: sexualité, amour, plaisir, désir, érotisme. Ensemble, nous allons lever les tabous pour t'aider à faire briller ta vie intime et amoureuse. Alors, prêt ou prête pour ce voyage intime ? Hello, bienvenue dans ce nouvel épisode et aujourd'hui je vais déposer un vrai coup de gueule et je vais le faire un peu en mode chronique, c'est-à-dire que je vais lire mes notes parce que pour ceux ou celles qui regardent en mode vidéo, si tu vois qu'à un moment mon regard se met ailleurs, c'est parce que je suis en train de lire mes notes, parce que c'est un message que j'ai vraiment envie de délivrer depuis un certain temps. Et pourquoi je dis que c'est un coup de gueule ? Parce que ça va être sur des sujets qui sont tellement anxiogènes pour l'homme et la femme et je trouve qu'il est important qu'on en parle. Et c'est justement thématique anxiogène, c'est ce que je retrouve très souvent sur les réseaux sociaux, dans les médias, et qui crée vraiment encore plus de difficultés relationnelles entre l'homme et la femme. Pourquoi ? Parce que ces contenus qui appuient des stéréotypes sur comment doit être l'homme ou la femme dans une relation de couple, ou une relation au lit, ou une relation, relationnelle sociale, ces contenus, au lieu de t'aider, j'ai le sentiment, en tout cas en les lisant, te font encore plus perdre confiance en qui tu es. Pourquoi ? Parce qu'il n'y a plus d'espace de réflexion, il y a plus d'espace de remise en question ou de profonde, aussi, constatation sur qu'est-ce qui se passe en ce moment sur les relations entre les hommes et la femme et au lieu de te, justement, apporter des espaces de réflexion, ça te donne des solutions toutes faites, mais qui t'éloignent encore plus et encore plus de toi. Et je vais t'expliquer ici pourquoi j'en viens à, justement, toutes ces réflexions. Donc, comme toi, sûrement, je scrolle et comme toi, quand je fais face à un problème dans ma vie, j'essaye de trouver des solutions. Et les solutions, parfois, je les trouve sur le web et en plus, en tant que thérapeute, j'aime bien m'abonner à des comptes qui parlent de relations intimes et amoureuses, c'est un peu ma spécialité. Et une fois en fait qu'on s'abonne à un compte, on a des recommandations d'autres comptes ou de publicités à travers les réseaux. Et de là, je tombe sur une ribambelle de recommandations dont certaines, franchement, me font sortir les yeux de la tête. Et je vois des contes qui expliquent aux femmes comment se comporter pour que ça marche avec un homme. Par exemple, redescends dans ton féminin sacré, reconnecte-toi à la déesse intérieure, sois plus douce, moins frontale. Il y a même des contes, et ça m'effraie à un plus haut point, qui explique même les positions à adopter au lit pour faire jouir au maximum un homme en faisant des déhanchés endiablés. Et je trouve ça très perturbant. Et de l'autre côté, c'est pas mieux pour les hommes, ils en prennent aussi plein leur grade. Il faut savoir que les hommes sont wanted, on n'en veut plus. C'est red flag par ici, toxicité par là, incapable d'engagement, immaturité émotionnelle. En clair, il y a le camp de l'homme capable et de l'homme incapable. C'est moi ce que j'entends tout le temps sur les contenus. Et puis du coup, à travers ça, on nous vend des méthodes ou des solutions miracles pour éviter de rentrer en relation toxique avec un homme, comment lui parler, ou pour les hommes, comment savoir imposer de nouveau son charisme ou sa virilité face à une femme. Bref, il y a plein de choses. Là, évidemment, je réduis le truc, et qu'il faut évidemment bien appliquer à la lettre si on veut que ça marche. Mais évidemment, les 3/4 du temps, ça ne marche pas. Et on se sent encore plus nul, du coup. On ne se comprend pas pourquoi ça ne fonctionne pas dans les relations, pourquoi on n'arrive pas à avoir une relation épanouissante, autant en lit ou amoureuse, voire même sociale. Et on a encore ce sentiment, de nouveau, de n'être pas assez. Mais ça veut dire quoi, en fait, tout ça ? Qu'est-ce que ça veut dire ? Parce que ce sentiment, justement, de ne pas être assez, je pense que les femmes, on l'a vécu assez, en fait. Que la femme ne soit jamais assez dans toute sa féminité, le fait de ne pas être assez bonne mère, le fait de ne pas être assez bonne séductrice, d'être assez douce, ou soit elle est trop brutale, trop émotionnelle, trop hystérique, trop frontale, pas capable de mettre l'homme en sécurité ou de le soutenir. Je pense que, en fait, on l'a déjà vécu, ça, si on regarde nos ancêtres féminins. Mais sauf que là, on a changé notre forme d'injonction.
Et les injonctions pour les hommes, elles sont toujours les mêmes aussi, sauf qu'elles changent en termes relationnels, puisque maintenant l'axe est relationnel, on axe tout notre contenu sur les relations, où aujourd'hui ça va être, eh bien, tu n'es pas assez performant en fait dans le lien familial, assez performant avec ta femme, assez performant émotionnellement. C'est plus de la performance que professionnelle, c'est même ici relationnel, puisqu'il y a un mouvement qui a été créé à travers le féminisme et qui a fait changer, et bien évidemment, la manière de voir les relations. Mais moi, à un moment donné, je me dis, oui, il y a eu un changement. Mais à un moment donné, si on arrêtait un petit peu de les jeter la pierre chez l'un et chez l'autre, chez l'une et chez l'autre, si on allait chercher à apporter un peu plus de sens et de profondeur sur ce qui se joue intimement dans les relations entre l'homme et la femme. Et quand je dis intimement, c'est dans le sens profond du lien. Et pourquoi je dis ça? Eh bien, tout simplement parce qu'il y a une chose hyper importante à saisir actuellement. Et ça, c'est un constat que je fais moi autant dans ma profession, mais aussi personnellement, parce que je suis justement de ces femmes qui sont dans l'enrayement de la révolution féminine. C'est quand actuellement on vit une véritable crise relationnelle entre l'homme et la femme. Et c'est pas une petite crise, c'est une vraie crise. Elle est profonde, elle est systémique et elle s'est bien engrammée, elle s'est bien là, insérée dans nos cerveaux tant qu'homme et une femme et on ne sait plus comment s'en sortir. Je vais m'expliquer avec un peu plus de profondeur là. Aujourd'hui, l'homme ne sait plus qui il doit être. Moi, ce que je ressens, c'est qu'il est tiraillé entre les anciens schémas. Entre l'homme qui doit protéger, assurer, qui doit pourvoyer sur le plan financier, matériel, qui doit absolument pas montrer ses émotions, et les nouvelles attentes sociales aujourd'hui. On lui demande d'être sensible, mais pas trop. On lui demande d'être présent, mais pas envahissant. On lui demande d'être viril, mais pas dominant. On lui demande d'être fort, mais en même temps vulnérable. Du coup, avec ce tiraillement entre cet ancien schéma et les nouvelles attentes sociales, il ne sait plus où se placer. On fait face quand même à une grande problématique, la montée du masculinisme face au féminisme, ça veut dire quoi là? C'est-à-dire qu'on est toujours en guerre. Et il y a d'autres hommes qui se figent, c'est-à-dire qu'ils ne savent plus comment ils se situer, et donc ils s'effacent complètement, ils n'osent même plus être virils, ils n'osent même plus être hommes, de peur qu'on les associe en fait à ces hommes qui ont été dominants et qui ont abusé, manipulé la femme. Et je suis pas sûre du coup que la femme elle-même sache un peu plus qui elle est vraiment. Pourquoi? Parce qu'elle est tiraillée, elle aussi, entre son besoin vital de garder sa posture dans la révolution féminine, de faire front face aux hommes qui restent accrochés aux valeurs de l'ancien monde, et son désir profond de s'épanouir dans sa sexualité, dans l'amour, dans sa carrière, dans son vouloir de former une famille, dans son corps et dans sa sensualité. Alors la femme, elle veut s'affirmer, elle veut être respectée, ce qui s'entend et ce qui est légitime, mais en même temps, elle veut continuer à être désirée, à être aimée, à être rencontrée. Mais justement, l'homme ne sait plus comment rencontrer, désirer, aimer la femme. Et entre les deux, du coup, qu'est-ce qui vient? Qu'est-ce qui ressurgit? Eh bien, cette punaise de guerre froide. Du coup, moi, ce que je constate, c'est que il y a une nouvelle faille relationnelle qui s'est creusée entre l'homme et la femme. Chacun et chacune reste accroché à ses positions. Parce qu'on a peur. On a peur de quoi? On a peur de perdre sa place, sa légitimité. On a peur de perdre sa puissance. Et on a alors ce systématisme de s'accuser, de se méfier l'un vis-à-vis de l'autre, l'une vis-à-vis de l'un. On se protège et on ne se rencontre plus. Alors pour ma part, c'est de la faute de personne en particulier dans ce qui se passe, dans cette grande crise relationnelle. Je pense qu'on fait partie d'un héritage collectif, un héritage qu'on porte tous et toutes, consciemment ou non. Cet état de fait, donc c'est-à-dire cette faille qui se creuse de nouveau, on l'observe depuis le début du féminisme, au 19e, 20e et maintenant au 21e siècle, et on essaye, tant bien que mal, je pense en tant autant que femme et homme, de se définir, de s'affirmer sans vraiment savoir qui on est dans ces nouveaux enjeux de rôles sociaux. Et dans la crainte de perdre sa place, on se livre à une vraie bataille extérieure, de besoin de reconnaissance, de besoin de reconnaître aussi sa valeur en tant qu'homme, en tant que femme, ce qui entraîne inconsciemment en fait une grande problématique intérieure. Et cette problématique intérieure, pour ma part,
dans ce que je vois dans mon cabinet quand je rencontre des hommes et des femmes, mais que moi aussi je rencontre personnellement parce que je fais partie de ces femmes, de ces révolutions féminines vécues différemment, parce que pour ma part je le vois comme si je voulais tout le temps garder ma posture et je laisse pas la place à l'homme de rentrer pour m'assurer de ne pas perdre ma place. Et bien ce que je vois, c'est que on oscille entre rage, colère, tristesse, indignation et révolte. Et ce que moi j'observe en tant que thérapeute, c'est que le corps subit. J'ai bien l'impression que l'apaisement est très lointain et on ne sait toujours pas se définir du coup pour soi avec toutes ces grosses émotions qu'on a à l'intérieur. On n'arrive pas à se définir dans son individualité, dans la volonté réelle de rencontrer l'autre aussi dans sa totalité. Du coup là, ce que j'aimerais t'amener, c'est justement une autre manière de regarder les crises relationnelles entre l'homme et la femme. En espérant que c'est assez explicite. Mais en tout cas, j'essaie de condenser un peu ce que moi j'observe. Évidemment que je pourrais étayer ça en long, en large et en travers, parce que je ne peux pas faire du cas par cas, donc j'ai essayé un petit peu sans trop stéréotyper ou systématiser, de voir un petit peu ce qui se passe dans une globalité. Prenons le temps de parler des blessures du lien entre les deux sexes. Ramenons un peu plus de profondeur et de conscience sur ce qui se passe. Parlons des blessures, par exemple, de celle d'une mère sur un fils ou celle d'un père sur une fille. Quelles conséquences ça peut avoir et entraîner comme schématisation et modélisation pour l'un et pour l'autre. Parce que ce que moi j'ai l'impression, c'est qu'on a une conception qu'on est censé aimer inconditionnellement l'autre comme les parents devraient le faire. Mais je pense que très souvent, on l'a vécu nous déjà en tant qu'enfant très difficilement, cet amour inconditionnel. On l'a vécu justement de manière plutôt conditionnelle. On se rend bien compte que c'est une illusion. Pourtant, on a gardé quelques imbrications, enfin beaucoup même, de comment devrait se construire l'amour tel qu'on a reçu de nos parents. Donc là, je vais prendre l'exemple du petit garçon. Je sais là que sûrement, homme, que tu m'écoutes, tu vas me dire « Ouh, je vais pas aimer ce que je vais entendre », en sachant que là, j'ai fait une globalité. Et évidemment qu'il y a que ce que je dis, ce n'est pas une vérité absolue. Donc, moi, ce que je constate, c'est souvent le petit garçon, il a une maman qui pouvait accepter de lui laisser faire des comportements inappropriés, qui faisait tout à sa place, qui lui laissait penser qu'elle était à son service, comme elle était au service de l'homme. Ou elle était hyper exigeante avec son fils. Alors ça, c'est pas de l'amour inconditionnel qu'elle a posé. Souvent, l'homme, il va dire « Oui, mais j'ai une maman qui a tout fait à ma place. La femme devrait faire tout à ma place, par exemple, si on est dans des relations hétérosexuelles. » Mais ça, c'est pas de l'amour inconditionnel. C'était des injonctions sociales construites depuis des millénaires que la femme a juste reproduites. C'est-à-dire qu'elle a vu son père, comment on devait se comporter vis-à-vis de lui. Elle a entendu des choses sur comment on devait se comporter vis-à-vis des hommes. Elle a juste reproduit ça sur son enfant. Et souvent, le père, pour le fils, c'est souvent un absent émotionnel. C'est celui qui doit assurer, qui protège, qui ramène l'argent, mais dont l'implication dans la relationnelle et l'intime, il est très limité. C'est-à-dire que l'un renforce l'autre, en clair. Et la relation du fils face à son père, ça pourrait être justement, ce père souvent absent émotionnellement. C'est le papa qui assure, le papa qui protège, le papa qui ramène de l'argent, le papa qui assure sur le plan financier et matériel, mais dont l'implication dans le relationnel et l'intime était très limitée. L'un des schémas renforce l'autre. La maman qui est dans l'implication absolue de son fils sacralise la relation dans cet amour pour son enfant, et le père qui est complètement absent. Alors évidemment, ça c'est une schématisation quand on est dans une famille où les deux parents sont encore présents. Une fois qu'on est dans une famille qui est plutôt monoparentale, évidemment les rôles changent, puisque la femme qui a dû souvent éduquer l'enfant seule porte les deux casquettes. Donc l'enfant qui va grandir avec un enfant monoparental va voir des responsabilités qui vont être complètement différentes et va avoir des modélisations de relations dans le lien qui vont être complètement différentes. Tandis que du côté de la petite fille, donc souvent les femmes, ce qu'elles ont dû appris en regardant leurs petites filles qui ont vécu justement dans ces modèles de relations entre la mère et le père, s'ils étaient présents évidemment, et aussi si c'est pas monoparental,
Bon, quoique même monoparentale, si, elles le vivent aussi. Bah, elle a appris que la vie, bah, ça sera dur pour elle, hein. D'ailleurs, la maman lui rappelle qu'elle devra se débrouiller par elle-même, qu'elle devra tout assumer, se plier, ne pas trop exiger, sinon elle est pénible, celle-là, on l'entend souvent, ou puis dis donc, elle est hystérique, hein, ta gamine. Et qu'elle doit être évidemment bah, au service de l'homme et de la famille. Et sa relation avec son père, la petite fille, bah, il pourrait être, en fonction de sa présence ou de son absence, elle a peut-être appris que avoir l'homme comme quelqu'un de dur, comme quelqu'un d'autoritaire, distant ou aimant, mais dont la chaleur reste distante. C'est-à-dire qu'il peut être présent ou protecteur, mais qui n'ose pas trop s'impliquer dans le champ de l'intime. Il ne va jamais être dans le lien du corps avec sa fille. Quand je dis du lien du corps, avoir de l'aisance à parler par exemple des règles ou à parler d'intimité sexuelle, ça resterait tabou, ça ne le révèle pas de lui, par peur, je pense, d'amalgame, et aussi par juste c'est tabou et c'est malaisant en fait. Donc moi, ce que je réalise, c'est comment ne pas être paumé dans tout ça. Comment ne pas être paumé dans ces formes de schématisation qu'on a reçues. Alors évidemment, là, c'est une globalité, hein, c'est pas du cas par cas. Donc prends ce que tu peux prendre, mais en tout cas, peut-être observe, toi, ta relation que tu as pu avoir avec ton père ou ta mère ou des représentants de figures parentales. Moi, ce qui m'intéresse, c'est qu'en fait, par rapport à ce qu'on a reçu comme modélisation de création du lien, dès l'enfance, nous vivons dans un schéma social qui va entraîner du coup des modélisations relationnelles et des systèmes de croyances fortes sur les rôles de l'un et de l'autre, de l'une et de l'autre dans les relations. Et pour s'en défaire, évidemment, il faut énormément de temps. Et moi, en tant que femme qui vit, je dirais, les vagues successives des mouvements féministes, ça fait plus de 50 ans qu'on est en révolution féminine, sans compter, bien entendu, les précurseurs au XVIIIe, XVIIe siècle. Et on vit dans une société qui est en mutation, justement, de ces modélisations antérieures et où on vit, du coup, dans une période qui est charnière. Moi, ce que je constate, donc comme je dis en tant que femme, c'est que les femmes, elles sont plus prêtes à lâcher, en fait. Et certains hommes se radicalisent, comme je te dis, dans le masculinisme. Et d'autres hommes, au contraire, vont se rallier à la cause féminine, ce qui est d'ailleurs très intéressant et trop chou pour plein de choses. Mais en fait, moi j'ai l'impression que face à la colère des femmes, quand je les entends parler, ils me disent mais bien sûr, comment je suis féministe, pardon, je suis pas d'accord sur ce qui se passe, c'est pas normal, ce qui est chouette, c'est chouette de voir ça. Mais en même temps, je sens qu'ils savent plus comment agir. Ils disent oui, non, je ne peux plus être comme ça dans l'intimité parce que j'ai peur que ça provoque quelque chose chez la femme, que ça soit un manque de respect, un manque de considération sur sa condition, dans le sens d'être dans le droit d'équité, ce qui est très intéressant. Et du coup, ça entraîne énormément de confusion dans l'intimité relationnelle et dans la sexualité. Ils n'osent plus. Où sont ces hommes qui nous prennent avec fougue? Et c'est ça qui est très intéressant, c'est que beaucoup de femmes vont dire non, on veut plus ces hommes dominants, et quelque part, moi je les vois, ces femmes sur le canapé qui disent mais pourquoi il est pas entreprenant, pourquoi il prend pas d'initiative? Ben voilà, en fait, on est un peu perdu dans nos schémas en fait relationnels. Donc, ce qui va être hyper important, c'est de comprendre un peu ce que ça crée aujourd'hui, tous ces changements, ces transmutations sociales, dues justement, à la révolution féminine. Alors, c'est comme la révolution française, c'est nécessaire, mais ça prend du temps pour que chacune prenne ses marques. C'est très complexe. Et en plus, il faut avoir de la présence d'esprit, de pouvoir se remettre en question sur certains espaces. Autant l'homme comme la femme. Donc aujourd'hui, moi, qu'est-ce que j'observe chez l'homme? Alors, il n'ose plus faire preuve de virilité, perçu comme un pouvoir de domination sur la femme, ou au bien, il va être révolté et il va aller dire non, je lâche pas ma virilité et je vais reprendre le pouvoir sur la femme en réappliquant les schémas patriarcaux originels. Alors que cette énergie virile, mes chers hommes, s'il vous plaît, quand elle est menée avec une qualité de présence, quand elle est menée avec une qualité de conscience, est une énergie incroyable et puissante. Pourquoi ? Parce qu'elle va amener de la sécurité relationnelle, parce qu'elle est là, elle est présente, elle voit, elle entend, elle apporte un cadre justement d'exploration autant émotionnelle, autant intime, amoureux, mais aussi érotique. Et ça peut être du coup de l'érotisme passionné. Et ça,
Si tu veux, tu peux aller regarder les podcasts sur l'homme, comment il peut bien justement se vivre pleinement dans son énergie sexuelle, ou bien me retrouver dans les challenges pour hommes sur mon compte Insta si tu désires, ou juste m'envoyer un message privé. Et pour que justement tu comprennes que la virilité, c'est pas de la domination, c'est de la puissance au service de l'autre et au service du lien. Et c'est ça qui est super beau. Mais comme il ne sait plus quoi en faire de cette virilité, soit il fuit, soit il se ferme face à son impulsion primitive, ou soit il va se réfugier dans le travail, soit devant les écrans, dans les substances, ou bien dans la pornographie, l'hypersexualité ou l'hyposexualité. Et du coup, son corps, il va parler aussi, puisque là, mentalement, il n'arrive plus à se situer, à comprendre que faire de lui-même et de tout ce qui fait biologiquement un homme. Il va avoir des troubles de l'érection, il va avoir l'éjaculation précoce, du stress de performance, incapacité à rester dans l'émotion ou dans la présence face à ce qui se passe. Il va peur de ne pas être à la hauteur, peur d'être jugé et peur de décevoir. Et donc, ces méthodes de rétractation, autant dans l'intimité physique ou émotionnelle, amoureuse ou émotionnelle sociale, c'est pas de la faiblesse de la part d'un homme. C'est un mécanisme de survie, c'est un mécanisme de protection. Et c'est ça qui est important d'entendre. Et chez la femme, dans sa lutte, pour ma part, elle se distance de son essence. Et je dis ça parce que je parle en connaissance de cause. Moi, je suis une guerrière, j'étais une guerrière aguerrie qui voulait pas baisser les armes, et ça m'a créé beaucoup de troubles. On a du mal à se retrouver dans son corps sensuel. On a du mal à être dans sa force douce, c'est-à-dire cette force d'affirmation de soi, tout en étant dans l'autorité douce. De cette conscience profonde aussi que la vie, elle est sacrée, on le sait, mais en fait, on en perd sa substance et sa valeur de biologie, par sa biologie matricielle. C'est-à-dire que, comme on a un utérus, c'est le seul organe que la femme a et que l'homme n'a pas, on peut créer la vie sur le plan physique, c'est-à-dire en donnant naissance à un enfant ou pas, si on le désire, ou si on n'y arrive pas, on a quand même en fait de quoi à la base porter la vie sur d'autres plans et d'autres matières, c'est-à-dire sur la créativité, sur la création du lien à la vie, à la mort, la création du lien sur tout ce qui se passe. On a quelque chose qui est de l'ordre du sacré, mais ça je vais vraiment en faire une autre vidéo pour vraiment bien comprendre ce pourquoi moi je ne réclame pas l'égalité face à l'homme. Je réclame justement une profonde compréhension de la différence entre l'homme et la femme, et à quel point il faut apporter des soins autant chez l'homme que chez la femme, et qu'il faut rendre ça légal. Mais ça, je l'expliquerai dans une autre vidéo. Ce que moi, là, je ressens, c'est que pour survivre dans ce monde, en fait, la femme, elle est obligée d'entrer dans le système. Et ce système, c'est le même système dans lequel l'homme est. C'est un système qui est imposé, il est dur, il est froid, il est distant, il est performant, en pression, il est challengeant, et parfois manipulateur pour arriver à ses fins. Car pour arriver en fait au même niveau de l'homme, il faut qu'on rentre dans le système. Puisque l'homme lui-même, pour être entendu, vu en tant qu'homme, il doit rentrer dans ce système. C'est un système hyper malsain et toxique déjà pour l'homme. Forcément, la femme, si elle se dit moi je veux être reconnue comme l'homme, elle rentre dans ce système inconsciemment en fait. Et pour ma part, ça tue cruellement l'essence même de la femme. Parce que le corps aussi de la femme parle. On a plus en plus de femmes, en tout cas moi je le vois dans mon cabinet, qui perdent le lien avec leur corps, qui n'osent même plus aller dans la relation avec leur corps, ne serait-ce que par le toucher du corps ou toucher même au niveau des organes sexuels, par mécanisme de protection, pour aussi quelque part sauver leur peau, dans le sens, là elles ont fait face aux blessures du vol d'appropriation de sa féminité, d'appropriation de son corps et de viol du corps féminin. Et du coup, on peut avoir comme symptômes physiques le vaginisme, l'entrée du vagin qui ne veut plus s'ouvrir, de la vulvodynie, c'est-à-dire que dès qu'on touche la vulve, ça fait super mal, ça crée des brûlures, ou bien de la dyspareunie, c'est-à-dire que quand on est en pénétration, on a mal pendant et après l'acte sexuel. On a aussi l'endométriose, et les femmes ont de plus en plus de mal à concevoir. Donc, moi, ce que je ressens, c'est que le corps dit non à ce qu'il ne peut plus porter, en fait. Et donc, comme pour l'homme, c'est pas une faiblesse, c'est pas
comment dirais-je, un non-vouloir ou une non-volonté de la part de la femme d'être de nouveau dans son essence. C'est juste un mécanisme de nouveau de protection. C'est de nouveau, on est de nouveau dans un mécanisme de survie parce que de peur de perdre de nouveau toute sa place ou toute sa sécurité corporelle, émotionnelle et intime, et ben boum, elle va se renfermer de plus en plus. Donc la question aujourd'hui, c'est de se dire qu'on voit bien que les deux genres, féminin-masculin, ce qui est du coup pour moi important de constater, c'est qu'en fait on est dans un état de souffrance entre les deux sexes. Il y a un état de souffrance entre l'homme et la femme. Et moi j'ai envie de te proposer de regarder les choses autrement. Si on pouvait là juste se poser un moment et se dire, et si on arrêtait de se battre en fait? Parce que moi je suis fatiguée. Personnellement, moi je suis fatiguée. Professionnellement, je sens la fatigue de l'homme et la femme, de ne pas comprendre. Et j'ai envie même d'amener cette réflexion de si on regardait en fait à un moment donné ce problème relationnel entre l'homme et la femme autrement. Parce que moi ce que je crois profondément, c'est que nous sommes sous le joug d'injonctions sociales et culturelles sur les rôles de l'un et de l'autre, sur les rôles de l'une et de l'autre depuis des millénaires. Et c'est pas de notre faute en fait sur le plan individuel. C'est un héritage collectif. Et en plus, on porte la mémoire de nos ancêtres. On vit dans une culture du trauma relationnel transmise de génération en génération, souvent, sans un mot. Je pense que c'est peut-être même la première fois que tu entends ça. Et nous avons peur, autant l'homme que la femme, de baisser la garde. Parce que potentiellement, en fait, celui ou celle qui est en face de nous, eh bien, représente inconsciemment, par ricochet, l'homme ou la femme qui nous a déjà blessés. Ça peut être le père, ça peut être la mère, ça peut être ces premiers hommes, ces premières femmes qu'on a rencontrées, ça peut être l'ex, l'agresseur, celui ou celle qui nous a fait croire qu'on n'en était pas assez et qu'on pouvait prendre tout de nous. Alors on se protège, on attaque ou on fuit. Mais qu'est-ce qu'on a réellement besoin en vérité? L'un et l'autre, qu'est-ce qu'on a besoin l'une et l'autre? On a besoin de pardonner les blessures de l'un et de l'autre, de l'une et de l'autre. Pas excuser, pardonner. Et ça, c'est pas la même chose en fait. Pardonner, c'est reconnaître certes les manipulations, les souffrances, les violences, mais c'est arrêter de s'y identifier pour toujours. Pourquoi? Parce que ça fait du mal à l'intérieur de soi. Et on perdure en fait un lien froid et distant, un lien rempli de colère. Et c'est aussi hyper important de faire le deuil de cette fameuse relation fusionnelle qu'on n'a jamais eue avec ni notre père, ni notre mère, ou qu'on l'a déjà eue mais qu'on l'a perdue parce qu'à un moment donné, il faut grandir. Et que faire le deuil de ce concept d'amour inconditionnel parental qui a peut-être existé ou qui n'a jamais existé, bah c'est ok. Et c'est pas forcément sain. Ce qui est important de voir, c'est qu'il y a de l'absence de sécurité dans la relation avec nos parents. Parce que c'est exactement ce qui nous empêche aujourd'hui de créer des relations sécurisantes avec nous-mêmes et avec l'autre. Mais ce qui est important de voir, c'est que ça, tu peux le transformer. Moi, je vous le dis, hommes et femmes qui m'écoutez, nous ne sommes pas des ennemis. Nous sommes bien plus proches qu'on ne le pense. Nous sommes proches dans nos peurs, dans nos doutes, nos craintes, nos hésitations, nos erreurs. Nous sommes proches dans nos espoirs, dans nos désirs, dans notre vouloir, notre volonté. Maintenant, j'aimerais que tu prennes le temps de pouvoir imaginer ce qu'on aimerait entendre. Par exemple, d'imaginer un homme qui vient là devant toi et qui te dit, peu importe si tu es un homme ou une femme, je suis tellement désolée pour tous ces hommes qui t'ont fait du mal. Je vois que c'est pour ça que tu as du mal à baisser ta garde. Je sens que quand tu te mets en colère, ou que tu testes, ou que tu te fermes, c'est parce que tu as peur. Tu as peur du lien qui casse, du lien qui juge, qui rejette, qui blesse et qui viole. Et moi, je ne veux pas être un homme de plus qui te fait ça. Je veux être un homme devant qui tu peux baisser les armes. Et maintenant, imagine une femme devant toi qui te dit, donc peu importe si tu es un homme ou une femme, mais je pense que plus particulièrement si tu es un homme, ça va t'impacter davantage. Je te vois quand tu fuis. Je sais qu'on t'a pas appris à rester dans l'émotion. Et quand je te dis quelque chose pour qu'on avance, je vois que tu penses que tu n'es pas à la hauteur. Comme si je te jugeais, comme si je voulais t'enlever ton initiative ou ta liberté. Comme tes parents ou la société t'ont dit que tu ne faisais jamais assez. Mais moi, je ne veux pas de ça. Je veux qu'on prenne le temps de se regarder dans les yeux et qu'on voit qu'on a été brisés tous les deux dans le lien. Dans notre droit d'être vulnérables et puissants.
de s'affirmer sans se blesser. Donc ma question, c'est à quand ? À quand on peut vraiment se rencontrer ? À quand on peut vraiment avoir des authentiques conversations qui puissent recréer du lien ? Pour enfin baisser nos armes, enfin être dans la chaleur et cesser cette guerre froide entre les sexes, entre l'homme et la femme. Donc si ça te parle, si tu sens en fait que toi aussi, eh bien, il y a du mal à être en sécurité dans le lien à toi, à ton corps, que tu ne ressens plus de sens sur comment vivre profondément tes relations sans eh bien, blâmer l'un ou l'autre, que tu sens qu'il y a de la colère, que tu sens qu'il y a encore toute cette injustice, que tu ne sais plus comment te situer face au lien à tout, à l'intimité amoureuse comme à l'intimité relationnelle, à ton corps, à l'homme, à la femme, sache qu'en vérité, ça a un nom, ça s'appelle l'anxiété relationnelle. Et c'est en ça où aujourd'hui j'axe tout mon travail parce que je sens que c'est d'une profonde importance pour nos générations futures qu'on travaille eh bien, avec ardeur sur comment créer du lien de nouveau apaisé, de nouveau constructif entre les deux sexes, peu importe après l'orientation sexuelle, ça c'est autre chose, mais déjà d'être en réconciliation. Parce que quand on en sera en réconciliation, on apportera les clés eh bien, pour notre future génération. Parce qu'on ne se rend pas compte qu'on vit les répercussions de toute une schématisation relationnelle, sociale et sociétale depuis des millénaires. Aujourd'hui, on a l'opportunité. Et cette opportunité, elle t'appartient en fait. Elle appartient à ta volonté, à ton courage, à ta curiosité. Et elle appartient évidemment eh bien, à ce vouloir de se dire eh bien, qu'est-ce que je peux apporter aujourd'hui aussi pour moi, dans mon cœur, dans mon corps, face à ce que j'ai vécu, à mon histoire, à ma mémoire ancestrale, à ma mémoire peut-être karmique si on y croit. Mais en tout cas, il y a du changement qu'on peut apporter pour enfin te vivre avec plus de liberté. Et la liberté, ça a un prix, ça demande de se rencontrer. La liberté du corps, la liberté de l'esprit, la liberté d'aimer vraiment avec plus de présence et de conscience. Et donc si tu veux aller plus loin, parce que comme tu peux voir, je suis vraiment passionnée par ce sujet, j'ai créé un quiz justement pour que tu puisses comprendre un peu quelle est ta relation avec ton corps, quelle est ta relation aujourd'hui dans ce qui se passe dans tes relations, pour voir un peu eh bien, si tu te sens totalement en sécurité. Donc vas-y vraiment, c'est vraiment un espace que j'ai profondément pensé pour qu'on puisse de nouveau se rallier dans le lien. Alors c'est pas comme justement ces fameux petits programmes, ces contenus, comme je te disais, qui me sort par les trous du nez. C'est vraiment eh bien, l'opportunité de redonner de l'espace et du sens dans ce qui se passe dans nos relations. Donc tu peux soit, si tu regardes la vidéo donc sur YouTube, retrouver le lien directement après la vidéo, ou bien tu peux la retrouver sur mon lien en bio sur Instagram ou juste m'envoyer un message privé. Je te l'enverrai avec grand plaisir. Et je suis justement en train d'élaborer un super programme en ligne qui va comporter un travail de groupe en fait et un travail individuel avec des vidéos, avec des audios que je vais mettre en ligne pour eh bien, apaiser nos liens intérieurs dans ce qui s'est passé, pour reconstruire justement des liens plus sains, plus présents, plus constructifs, plus je dirais, amoureux de la vie, qui s'appelle Quand l'anxiété guérit, qui va normalement débuter début février ou mi-février. Donc n'hésite pas aussi à m'envoyer un message privé si tu sens que ça pourrait t'apporter. Je t'apporterai toutes les informations sur le contenu du programme. Pour moi, je te le dis très honnêtement, moi qui viens d'un milieu qui a été brisé dans le lien, j'ai appris à devoir me reconstruire et transmuter mes blessures et apprendre à pardonner, qui a été très compliqué. J'étais très en colère contre l'homme. J'ai encore des espaces de colère. Mais cette colère, j'ai envie de l'amener avec de la dignité parce que plus j'entends les histoires de chaque personne qui traverse par exemple mon cabinet ou que chaque humain que je rencontre qui me raconte ses blessures, autant que l'homme que la femme, je vois ce vouloir de se connecter, mais cette impuissance de savoir dans le comment. D'où le pourquoi ce programme. Donc si eh bien ça te fait écho, je serai plaisir de te le partager. Et n'hésite pas à me laisser un commentaire après ce podcast. Donc c'est un podcast où vraiment j'ai pris le temps de lire mes notes. J'espère que ça a été assez fluide par rapport à ce que je propose comme d'habitude comme contenu. Mais c'était important en fait de garder les mots parce que c'est un sujet tellement sensible. Donc je voulais vraiment être sûre d'être proche de ce que je ressentais et d'avoir bien structuré ma pensée.
Voilà, donc n'hésite pas à me partager comme d'habitude ce que tu ressens. Et moi je te dis à la semaine prochaine. D'ailleurs la semaine prochaine, c'est la possibilité d'avoir un question-réponse. Donc n'hésite pas à me poser des questions et je vais prendre le temps d'y répondre pendant le prochain podcast. Une belle journée à toi ou une belle soirée, peu importe où tu es dans le monde encore. Un grand merci de m'écouter et je te dis à très bientôt. Merci d'avoir écouté cet épisode. J'espère qu'il t'a donné des clés pour enrichir ta vie amoureuse et intime. Si tu as aimé, abonne-toi, laisse un avis et partage-le. Moi je te retrouve mardi prochain pour une nouvelle dose d'amour, de complicité et de sensualité. Si tu veux dès maintenant retrouver d'autres astuces ou d'autres ressources, n'hésite pas à consulter ma page Insta, ma chaîne YouTube ou encore de découvrir ma page web sur Sublimation, l'école virtuelle de l'éveil tantrique et de l'intimité. En attendant, prends soin de toi et je te dis à très vite pour un nouvel épisode de Sex Love & Co.